Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. En revenant hier du Mali en France, je viens par ce dernier épisode. Bon, je savais que, comme d'habitude, je serais l'objet de tracasseries, mais je n'imaginais pas que M. Macron allait franchir certaines limites. J'étais en compagnie de ma famille. Comme je vous l'expliquais, je suis époux d'une franco-ivoirienne, française de naissance, de filiation réunionnaise. Vous comprenez? Ça veut dire que mes enfants sont français de naissance, par la voix de leur mère. Et ça pose un vrai problème à Macron. Parce qu'en fait, je vous le dis ouvertement, et j'aborde la dernière partie de cette conférence. Quelles sont les perspectives personnelles? Emmanuel Macron cherche des angles pour me déchoir de la célébrissime, extraordinairissime nationalité française. La solution qu'il a appliquée contre notre frère Kémy Séba, c'est elle qu'il essaye de chercher contre moi. Il cherche des angles pour faire cela. Mais dans mon cas, il se retrouve dans une complication assez singulière. C'est que mes enfants sont français de naissance. Mon épouse est française de naissance. Je dis de naissance, pas de naturalisation. Alors, comme je suis le mari de mon épouse et le père de mes enfants, et je l'ai déjà dit, je le répète ici, écoutez bien, si vous apprenez que Emmanuel Macron a fait signer un décret pour me déchoir de la nationalité française, je ne demanderai jamais le rétablissement de cette nationalité. Donc, alors, ici en France, qu'est-ce que M. Macron n'a pas essayé depuis 2021? Il a tout essayé. Il s'est mis à fouiller dans mes affaires associatives pour essayer de m'accuser de malversation financière. Mais quelqu'un dont la fortune n'atteint pas 1 million d'euros ici en France, Macron, vous le traquez, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir quoi? J'ai 2 menus biens immobiliers en France que je paye avec mes revenus. C'est tout. C'est pas quelqu'un qui m'a donné, on m'a pas donné, moi on m'a pas donné un appartement à Paris, comme lui quand il commençait sa carrière politique. J'ai lu le livre de Mark Endeveld qui explique toutes les largesses de l'oligarchie financière envers M. Macron pour lancer sa carrière politique. Moi, c'est pas quelqu'un qui m'a donné les biens immobiliers que j'ai en France. C'est mon travail. Je ne les ai pas par pitié, je n'ai pas détourné de l'argent en Afrique pour les payer, je les paye avec mes revenus mensuels. Je suis le fruit du travail. Je n'ai jamais boudé l'effort. Où que j'ai été sur la terre, j'ai toujours gagné mon pain du jour. J'explique souvent aux gens que quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire dans les années 95, je travaillais au cours du soir et je gagnais 500 francs CFA, 600 francs CFA de l'heure. Tout en poursuivant mes études à l'université. J'ai survécu avec 500 francs CFA, 600 francs CFA de l'heure. Et 25 heures de cours par semaine. Tout en allant à la fac. Certains jours même à pied. Parce que j'ai horreur d'être pris dans les transports pour un voleur de tickets. Quand je n'avais pas d'argent, je ne montais pas dans les bus à Abidjan. Quand je n'avais pas ma carte de circulation, je tapais à pied. Du campus de Cocody à Abobo-Avocatier. Je maîtrise tous les raccourcis. Bon, la ville a changé, mais je maîtrisais tous les raccourcis. Moi, je suis un Johnny Walker de très haut niveau. J'ai toujours vécu avec mes moyens. Tu me mets dans une case, je vis comme on vit dans une case. Tu me mets dans un palais, je vis comme on vit dans un palais. Ça, c'est l'éducation que j'ai reçue. Donc, vous parlez de quoi? Donc, il s'est mis à s'intéresser à ma vie économique, M. Macron. Il m'a enlevé 3 mois de salaire l'année passée. 3 mois. J'ai porté plainte pour ça. Des magistrats accroupis à ses ordres empêchent la plainte de prospérer. J'ai porté plainte. Et je continuerai à porter plainte. Alors, on s'intéresse à mes revenus, on essaye d'y trouver des failles pour m'accuser de choses et d'autres. Ça ne tient pas debout, on essaye, on tâte, on recommence. Qu'est-ce qu'on cherche? Parce que je suis une voix qui est écoutée par les Africains,
Parce que je suis une voix qui galvanise, qui éveille, qui rend le continent natal de l'homme indomptable. Il faut m'éteindre. Mais écoutez, j'ai déjà publié 3000 conférences. Vous ne pouvez quand même pas les effacer toutes. Elles sont stockées, elles existeront toujours. Si vous ne les gardez pas dans les réseaux que vous contrôlez, elles seront diffusées dans les réseaux que vous ne contrôlez pas. J'ai produit plus de 30 livres, mais ils existent. Et il est probable qu'ils vont me survivre. Vous ne pourrez pas les effacer tous. Moi, j'ai écrit plus de livres que M. Macron. Oui, c'est vrai, j'ai donné même plus de conférences, d'éveil et de libération que lui. Au bilan intellectuel, je ne pâlis pas devant lui. J'ai une plus grande production intellectuelle que M. Emmanuel Macron. Et au service de l'émancipation des peuples, je suis en avance. Je suis plus utile à l'humanité que lui. Le peuple français se plaint de lui, les peuples africains se plaignent de lui. Moi, les peuples africains me soutiennent et le peuple français me découvre. Voilà la vérité. Donc, il tourne depuis lors autour de moi comme un vautour, essayant de voir à quel moment me frapper, me détruire, parce que cela lui permettrait de contrôler l'opinion africaine dans sa guerre informationnelle, et cela lui permettrait de poursuivre les plans qu'ils ont de tenter de recoloniser l'Afrique par tous les moyens possibles, en imposant des dirigeants indignes à la tête des pays africains. C'est ce qu'il est en train de faire. Ils ont envoyé des journalistes ici pour m'interviewer, France 24 et RFI. Comme je n'ai rien à cacher, parce que je ne mène aucune activité qui soit une activité dangereuse pour mes concitoyens d'adoption de France, je ne suis pas un terroriste. Je suis un défenseur de l'émancipation africaine, c'est tout. Je les ai laissés venir ici. Ils étaient très surpris de voir la modestie de l'espace dans lequel je vis. Peut-être qu'ils s'attendaient à entrer dans un palais rempli d'or. Ils sont arrivés dans une maison remplie de livres. Il y a des livres partout. N'eût été la contrainte même du partage de l'espace avec ma famille, il y aurait des livres partout, il n'y aurait que des livres ici. Et je ne peux pas envahir l'espace de vie des miens. Mais ils ont trouvé une maison remplie de livres. Déjà, ils étaient choqués. Ah, vous vivez parmi ces choses-là? Oui. Ici, là, le savoir règne. La connaissance règne. On apprend toujours. Personne ne s'ennuie dans ma maison. Aucun de mes enfants ne peut se lever et dire « je ne sais quoi faire ». Je lui dis juste « regarde autour de toi ». Ici, là, tu ne peux pas ne pas savoir quoi faire. Tu as trop à faire. Soigne ton corps, soigne ton âme. Développe ton esprit. Prépare-toi à affronter ta vie. Il y a tout ce qu'il faut ici pour ça. Tu as l'environnement matériel nécessaire et tu as l'environnement culturel. Tu ne peux pas dire que papa, là où j'ai grandi là, j'ai pas pu apprendre quelque chose. C'est pas possible ici. C'est tout. Ils arrivent là, ils font 3 heures de temps avec moi. Ils essaient de faire promener leur caméra partout. Mais moi, j'avais aussi préparé la maison pour qu'ils promènent leur caméra. Pendant que eux ils promenaient leur caméra, mes caméras aussi les voyaient. Ou bien, c'est pas chez moi ici. Tu viens avec tes micros dans ma maison. Mais est-ce que j'ai pas le droit d'avoir des micros chez moi? Ils commencent, ils posent toutes sortes de questions, ils tournent, ils montent, ils descendent. Ils avaient en fait une seule question pour laquelle on les avait envoyés. Les journalistes de RFI et de France 24, ils étaient venus avec une seule question. Vous savez la question qu'ils m'ont posée? J'ai enregistré la question, hein. Elle est disponible sur ma page YouTube. J'ai la vidéo. Je les ai enregistrés. Voici la question pour laquelle M. Macron les a envoyés chez moi. Écoutez bien. Et que nul n'oublie mon témoignage. Est-ce que vous accepteriez que la France vous aide à prendre le pouvoir quelque part en Afrique? Je recommence une deuxième fois la question pour laquelle ils se sont déplacés chez moi ici. Est-ce que vous accepteriez que la France vous aide à prendre quelque part le pouvoir en Afrique? Ça, c'est une deuxième fois. Une troisième et dernière fois, ce pourquoi ces journalistes sont venus ici, c'était la question suivante. Vous, Franklin Nyamsi, est-ce que vous accepteriez que la France vous aide à prendre le pouvoir quelque part en Afrique? Ça s'appelle une proposition indécente, proposition diabolique. J'ai répondu, et comme je savais que c'était enregistré et que j'allais mettre ça à votre disposition, j'ai répondu très vite et très bien. Il est hors de question que je participe à quoi que ce soit consistant à
choisir les leaders africains, les dirigeants africains de l'extérieur. Seuls les peuples africains ont le droit de choisir leurs dirigeants. Je ne participerai à aucune opération de cette nature. Astaghfirullah, job vrai de Dieu. Quand j'ai dit ça, j'ai vu le visage de mes deux interlocuteurs pâlir, s'assombrir, s'affadir. Leur visage s'affala et ça fait ça. Le but de la mission n'était pas atteint. Ils n'avaient pas obtenu ma capitulation. Jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais publié la totalité de l'interview. Parce que dans l'interview, je leur ai donné une leçon de décolonisation. Pendant 1h55, je leur ai donné une leçon de décolonisation. Ils ont avancé toutes les objections que les Français les plus cultivés, mais en même temps, les néocolonialistes et impérialistes les plus déguisés, les plus hypocrites de ce pays. Toutes les objections qu'ils sont habitués à opposer aux Africains. Ils me les ont opposées, je les ai cassées en 1000 morceaux. Et je leur ai rendu le confetti. Intellectuellement et méthodiquement. Tous les sujets qui fâchent entre la France et l'Afrique, ils les ont évoqués et j'ai répondu calmement en utilisant des arguments et des faits. L'un des arguments qui leur a fait le plus mal ce jour-là, c'est un argument tiré d'une enquête de France 24, publiée le 30 juillet 2014 par France 24, sous le titre « La France, premier banquier des djihadistes au Sahel ». Quand j'ai sorti cette preuve-là, ils ont eu mal au cœur. Ils m'ont dit « Mais c'est pas gentil, vous utilisez ce que nous disons nous-mêmes contre nous. » Je dis « Non. Je voudrais saluer pour une fois les rares journalistes de France 24 qui ont correctement fait leur travail. C'est vous-même qui, en 2014, publiez une enquête pour dire « C'est nous qui finançons les criminels du Sahel. C'est nous qui donnons plus de 200 millions d'euros par an, sous couvert de libérer des otages. » Et c'est ce qui permet à Al-Qaïda et l'État islamique de renflouer leurs caisses et de recruter les miséreux qui s'en vont assassiner leurs propres frères pour les puissances impérialistes et leurs multinationales aux estomacs sans fond. Ils étaient ici. Ils sont venus jusqu'ici. Quand ils sont sortis de là, ils ont monté une émission spéciale pour me présenter comme un agent de la Russie. Moi, Kémy Séba, Nathalie Yambi nous ont alignés dans un reportage. On est des agents de la Russie. Seigneur, je me pose la question. Quelqu'un qui depuis plus de 25 ans produit une œuvre anticolonialiste, produit une œuvre d'émancipation des Africains. Vous pouvez tracer mon œuvre, vous pouvez tracer mes vidéos. À quel moment j'ai même parlé de la Russie? À quel moment j'ai parlé de la Russie dans mon œuvre? Mais quand la Russie, changeant sa politique africaine, a repris langue avec les mouvements souverainistes africains. C'est là où j'ai parlé de la Russie parce que elle est redevenue un acteur majeur de la géopolitique africaine. Mais ils ont accès à tous mes ordinateurs. Tous mes téléphones qui sont ici en France sont sur écoute. Avec leur Pegasus, ils entrent dans notre Telegram, ils entrent dans notre WhatsApp, ils entrent dans nos iPhones, ils entrent dans tout. Ils entrent dans toutes les machines que je peux avoir dans ce bureau. Donc, ils ont largement les moyens de savoir que je ne suis pas financé par la Russie et que je ne reçois aucune instruction d'une quelconque autorité russe. D'autant plus qu'ils savent que mon œuvre est produite avec les mêmes thèmes depuis très longtemps. Je suis constant dans mon combat anticolonialiste, dans mon combat panafricaniste, dans mon combat décolonialiste. Je suis constant et on peut me retracer à partir au moins de mes 18 ans, quand j'arrivais à l'Université nationale du Cameroun, à Yaoundé. On peut trouver mes premiers textes publiés sur ces questions à partir de cette année-là. Et j'entre dans la presse camerounaise par des tribunes à partir de 1991-92. Il est peut-être encore vivant, Dieudonné Lezeux, mais vous pouvez demander à mon collègue, le professeur Blaise Pascal Touyem. Vous pouvez aussi chercher un de mes collègues et amis de la même époque, Boniface Pem, qui vit entre l'Italie et le Cameroun maintenant. Nous avons commencé à écrire sur la question émancipatrice africaine. Nous, on avait 18-19 ans. On était étudiants à la fac. Et déjà, on était dans les journaux pour dire qu'il y avait quelque chose à faire. Et je n'ai jamais changé de thème. Ceux qui m'ont connu en Côte d'Ivoire m'ont vu plusieurs fois dans les conférences, les actions
en ce sens. Ceux qui m'ont connu en France, à Poitiers, à Nantes, à Lille, ils me connaissent dedans. Est-ce que c'est la Russie qui m'a fait prendre conscience de mes devoirs d'Africain? Et maintenant, eux là, Macron et toute son administration, toute sa police secrète, toute sa tchéka, ils ont accès au contenu de tous mes téléphones. Ils ont écumé tous mes comptes bancaires. Le 10 septembre, ils me convoquent encore sans doute pour me poser des questions tordues. Pour me chercher des poux sur une calvitie que je n'ai pas. Où ont-ils vu une instruction ou de l'argent russe? Est-ce que moi j'ai besoin d'argent russe? Normalement, quelqu'un qui a mon niveau de formation a-t-il besoin d'argent russe pour vivre? Si l'Afrique fonctionne optimalement comme elle doit fonctionner, est-ce que quelqu'un qui a mon niveau de formation et qui a mon niveau de contribution à l'éveil de son peuple, est-ce que je dois manquer de quelque chose? Honnêtement. Même ici en France, je fais partie de la classe moyenne haute. Ah oui, les revenus au-dessus de 3500 € par mois. Ici en France, là, c'est considéré comme des revenus de la classe moyenne haute. 3500, 3600. Parfois 4000 par mois en enseignant. Donc, comment quelqu'un comme moi peut être aussi naïf pour sacrifier un engagement au nom duquel j'ai choisi de travailler pour vivre? Parce que dans mon pays natal, le Cameroun, si j'avais adhéré aux jeunesses du RDPC, j'aurais eu une carrière matérielle fulgurante. Le président Biya, il est encore vivant, l'a dit à plusieurs interlocuteurs communs. Je ne comprends pas ce que ce garçon cherche dans la souffrance. S'il avait pris en compte le fait que je maîtrise la situation au Cameroun, il y a longtemps, il y a de la place ici. Je ne comprends pas ces enfants. Le pays ne peut pas changer du jour au lendemain. Je dois dire qu'il est intelligent, mais il ne s'adapte pas beaucoup aux situations. J'ai plusieurs gens qui ont son niveau ici, travaillent, ils ont à manger, et ils ne faut pas chercher ce qui va te dépasser. Maintenant qu'il demande que je renouvelle son passeport, il sait très bien ce qu'il doit faire pour que je renouvelle. Et il suffit qu'il dise que le président Biya, bon, je l'ai critiqué, mais c'est un grand sage, c'est un visionnaire. Je n'avais pas bien... Mais qu'il parle comme genre de Dieu Momo. Il n'a pas vu Momo. Est-ce qu'il n'a pas vu Issa Tiroma qui est ici à côté de moi? Qu'est-ce que Tiroma n'a pas dit sur moi? Bon, maintenant, il soutient Kamto. Mais Kamto était mon ministre. Il n'a pas entendu Kamto chanter mes louanges ici. Je suis le coucouman national. Il faut lui dire que tant que je suis là, il n'est pas là. Voilà ce que le vieux Grigou du Cameroun dit. Quand moi je lui demande simplement de respecter mes droits, si, soi-disant, il aurait un éveil panafricaniste, nationaliste tardif, lui qui est un pur produit du néocolonialisme français. Mais donnez-moi mes papiers camerounais, puisqu'on me menace ici tous les jours. On me torture tous les jours ici, quand j'entre et quand je sors. Vous êtes là. Vous faites dire sur Afrique Média à vos gens que vous êtes un grand dirigeant panafricaniste. J'envoie quelqu'un vous voir, aller dans votre cabinet, dire que je souhaite le renouvellement de mes papiers camerounais. Vous refusez. Où est donc votre soi-disant panafricanisme que vous faites vanter sur Afrique Média? Et puis il y a des millions de Camerounais qui sont privés de leurs droits par le même subterfuge. Il faut qu'ils fassent allégeance à un parti moribond qui représente tout ce qu'il y a de négatif dans l'histoire de l'Afrique. Voilà la difficulté d'un intellectuel politique comme moi, qui refuse de soutenir l'injustifiable. Je peux m'être trompé. J'ai toujours dit aux Ivoiriens que je me suis trompé sur Ouattara. Je n'aurais jamais dû le soutenir. Je me suis trompé. Mais celui qui s'est trompé et qui tire une leçon de son erreur, il est infiniment préférable à celui qui n'a jamais pris de risque et donc qui ne se trompe jamais, parce qu'il ne prend aucun risque. Il n'y a personne qui se trompe jamais ici dehors. Mais sur le Cameroun, je ne me suis jamais trompé. Sur mon pays natal, je ne me suis jamais trompé. Je n'ai jamais accordé un blanc-seing au dictateur de mon pays natal, ni à Idioni Biya, ne représente mon idéal politique.
Bon, je vous raconte toutes ces choses-là pourquoi? Pour vous dire que, en revenant hier du Mali en France, je viens par ce dernier épisode. Bon, je savais que, comme d'habitude, je serais l'objet de tracasseries, mais je n'imaginais pas que M. Macron allait franchir certaines limites. J'étais en compagnie de ma famille. Comme je vous l'expliquais, je suis époux d'une franco-ivoirienne, française de naissance, de filiation réunionnaise. Vous comprenez? Ça veut dire que mes enfants sont français de naissance, par la voix de leur mère. Et ça pose un vrai problème à Macron. Parce qu'en fait, je vous le dis ouvertement, et j'aborde la dernière partie de cette conférence. Quelles sont les perspectives personnelles? Emmanuel Macron cherche des angles pour me déchoir de la célébrissime, extraordinairissime nationalité française. La solution qu'il a appliquée contre notre frère Kémy Séba, c'est elle qu'il essaye de chercher contre moi. Il cherche des angles pour faire cela. Mais dans mon cas, il se retrouve dans une complication assez singulière. C'est que mes enfants sont français de naissance. Mon épouse est française de naissance. Je dis de naissance, pas de naturalisation. Alors, comme je suis le mari de mon épouse et le père de mes enfants, et je l'ai déjà dit, je le répète ici, écoutez bien, si vous apprenez que Emmanuel Macron a fait signer un décret pour me déchoir de la nationalité française, je ne demanderai jamais le rétablissement de cette nationalité. Je recommence une deuxième fois. Si M. Macron applique contre moi la solution qu'ils ont cru bon d'appliquer à Kémy Séba qui lui est français de naissance, puisqu'il était né en France, de parents déjà français. S'il m'applique à moi cette solution, je ne demanderai pas le rétablissement de la nationalité française, mais mes droits en tant qu'époux de française de naissance, en tant que père de français de naissance, je vais les revendiquer. Parce que ce n'est pas M. Macron qui a acheté mes biens. Ce n'est pas lui qui a travaillé pour moi en France. Les biens pour lesquels j'ai travaillé, les biens pour lesquels c'est mon travail, ma sueur qui a coulé, je les défendrai. Et les droits de mon épouse et de mes enfants, français de naissance, seront défendus. Ceux-là, ils seront farouchement défendus. Peut-être que ce sera peut-être le début de la sortie de tous les territoires d'outre-mer et les départements d'outre-mer de la soi-disant République française. Le cas que Macron cherche sur moi, c'est le cas le plus compliqué pour lui. Puisque, imaginons qu'il me déchoit de la nationalité française. Comme je ne vais pas demander à ce qu'on la rétablisse, ben, j'aurai droit à un titre de résident, puisque je suis époux de française de naissance. Alors il faudrait que M. Macron pousse le ridicule jusqu'à déchoir de la citoyenneté française des Français de naissance. Ce qui sera un très grand message à la Martinique, un très grand message à l'île de la Réunion, un très grand message à la Guadeloupe. Parce que ça voudra dire que tous les Martiniquais, tous les Guadeloupéens, tous les Réunionnais peuvent être déchus de la nationalité française du jour au lendemain. Est-ce par moi que Macron va ouvrir cette boîte de Pandore? C'est son problème. Donc écrivez bien que j'ai dit. Moi, je n'ai pas demandé à être déchu de la nationalité française. Si Macron mène la procédure, je ne ferai pas de contre-procédure pour être rétabli. Par contre, il lui appartiendra de me donner un titre de résident. Parce que comme je suis époux d'une Française et de père d'enfants de naissance française, il ne peut pas me séparer de ma femme et de mes enfants. Il me donnera donc une carte de résident, un titre de résident, peu importe lequel, j'aurai le droit d'entrée et de sortie de France, puisque je suis père d'enfants français et époux de Français de naissance. Ça se passera comme ça, j'aurai le droit d'aller et de venir. Ou alors, ça va être la boîte de Pandore, parce que à ce moment-là, on va devoir montrer à Emmanuel Macron que l'Afrique est plus puissante que ce qu'il pense. Bon, sur ce sujet-là, qui a été débattu, je vois les petits voyous de Sonko et de Diomaye qui se promènent sur les réseaux sociaux, etc. Moi, j'ai été très utile positivement au peuple français depuis que je suis citoyen français. Je suis enseignant ici, j'ai formé de 2003 à ce jour, pendant plus de 21 ans, j'ai formé combien de générations? De 2003 à maintenant,
Ça fait pratiquement 19 ans à 20 ans. J'ai formé combien de générations d'élèves et d'étudiants, de la classe terminale, des lycées, à la 4e année des universités. J'ai formé combien de générations? Vous pensez que les jeunes Françaises et Français qui m'ont eu comme professeur de philosophie, ils me crachent à la figure? Vous pensez qu'ils sont contents de ce qu'ils entendent M. Macron dire de moi? Vous pensez que j'ai eu un seul élève? J'en ai pas un seul qui puisse me présenter tel que M. Macron essaie de me présenter. J'ai formé, je forme, j'ai transmis de la connaissance, de la dignité, de l'excellence aux jeunes Français. Donc, si la récompense pour cela, de la part de l'autocrate Macron en pleine dérive, c'est de signer un décret pour me déchoir de la nationalité française, comme je ne veux pas demander à Macron un service, je ne demanderai pas qu'elle soit rétablie, mais je n'accepterai pas que mes droits acquis soient piétinés. Ça ne se passera pas comme ça. Vous comprenez? Voilà. Je défendrai les droits des miens. Monsieur Macron pourra, s'il le veut, partir avec la nationalité qui garantit l'entrée au ciel. C'est son problème. Mais je poursuivrai mon engagement. Et si monsieur Macron pense que par là, il me rendrait pauvre et misérable, je me permets de lui dire qu'il se trompe. Comme le dit souvent mon leader ivoirien, Guillaume Soro, quelquefois le chemin que vous prenez pour échapper à votre destin est celui par lequel vous l'accomplissez le mieux. Donc voilà un peu ce chapitre. Le 10 septembre 2023, à l'hôtel de police de Rouen, avec mes avocats, avec mes compagnons de lutte, nous nous rendrons à cette énième convocation qui n'est rien d'autre qu'une succession de persécutions organisées par M. Emmanuel Macron contre moi. Vous serez informés en mondovision et en direct de toutes les actions menées par M. Macron contre moi. Et vous, peuple africain, des diasporas et du continent, vous êtes mon soutien. Vous êtes ma base. Donc, vous suivrez en mondovision, eh bien, le duel, l'épreuve, la torture, la persécution que M. Macron m'impose, et vous agirez en conséquence. Vous suivrez en mondovision la persécution, la torture que M. Macron m'impose, et vous agirez en conséquence. Où que vous soyez, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, je vous laisse face à votre conscience. Si c'est pour nous que je me bats, vous ne me laisserez pas seul. Et je ne suis pas seul. Et de toutes les façons, vous savez très bien qu'on me retrouvera toujours à la bataille de la vérité, de la justice et de la solidarité des Africains. C'est ainsi qu'il sera dit de moi. C'est quelqu'un qui aimait son peuple, c'est quelqu'un qui aimait la vérité, la justice, et qui les a servis avec énergie. Alors, c'est pas maintenant à 52 ans, après plus de 30 ans d'un engagement actif, que je vais cracher sur mes pompes. Non. Je continue. Car je n'ai rien fait de mal à personne. Je n'ai fait que ce qui est juste. Alors, quelles sont les perspectives? À très court terme, l'Afrique de l'Ouest, et c'est la dernière partie de cette